ce tout nouveau numéro de l'invité de Perfect. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir d'accueillir Monsieur Willy Micheki, président du parti politique UNANA et aussi membre de la conférence de présidents AFDCA. Comment allez-vous, monsieur? Je vais très bien, madame. Vous êtes à l'aise, bien installé? Très à l'aise dans ce beau cadre de studio VIP de Perfect TV que je félicite. C'est un plaisir pour nous. Merci pour les compliments. Il y a une tension aujourd'hui entre le président du Sénat, Bahati Lukwebo, et l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo accuse le président du Sénat d'être en confiance avec la justice pour l'arrêter. Qu'en pensez-vous? Bon, d'abord, je dois conseiller au sénateur Matata, comme je l'ai dit encore avant, que ses immunités ne soient levées, que lorsqu'on est poursuivi par la justice, il faudrait moins politiser l'affaire. Matata a un problème d'avocats conseillers. Il n'a pas une bonne équipe d'avocats. D'abord, je lui avais dit que le fait de lever les immunités ne signifie pas que vous étiez d'emblée coupable. Or, pour les cas d'espèce, dans les premiers dossiers où il était poursuivi, dossiers relatifs au bien des organisations, les procureurs auraient classé les dossiers sans suite, puisque le procureur poursuit en charge et en décharge. Mais lorsque le procureur poursuit quelqu'un et il classe les dossiers sans suite, il fait ce qu'on appelle une note d'instruction pour décharger, informer les présumés et coupables que les charges qui étaient portées contre lui n'existent plus. Il les décharge et il fait une note. Et c'est cette note-là que le procureur envoie à qui des droits. Pour les cas d'espèce, il peut l'envoyer au Sénat pour la première affaire. Pour la deuxième affaire, l'affaire Boukangalose, comme l'affaire était fixée à la Cour constitutionnelle, la Cour s'étant déclarée incompétente à travers un arrêt, puisque la Cour ne se prononce qu'à travers un arrêt. Il y a une requête qui est introduite et à travers cet arrêt-là, les greffes de la Cour doivent préparer ce qu'on appelle les dossiers administratifs, sanctionnant la décision de la Haute Cour. Je conseille gratuitement à Matata, en tant que juriste, je le fais gratuitement, si les avocats ne sont pas au courant, que ces avocats aillent au greffe de la Cour constitutionnelle, qu'ils prennent les résultats et l'arrêt de la Cour. Et cet arrêt de la Cour, évidemment, il y a des frais à payer, on doit les notifier et on doit les notifier. Pour notifier un arrêt, ce n'est plus les greffiers. Les greffiers préparent tout. C'est le procureur maintenant. Comme le cas de Matata, c'était un cas d'un sénateur dont les immunités étaient levées, c'est le procureur général près la Cour constitutionnelle qui doit signifier l'institution à laquelle Matata appartient. Et ce sera la fin des choses. S'il y a une autre affaire qui pourrait demain encore surgir, on pourra saisir. Mais lorsque lui, automatiquement, il se présente au Sénat, il dit que le Sénat doit les reprendre, lui redonner ses immunités, non. Et si le président du Sénat ou le bureau du Sénat reprenait Matata ou lui rendait ses immunités, ils vont être poursuivis par la Cour de cassation. Ça sera un conflit avec la justice. Ils auront violé l'indépendance de la justice face au pouvoir législatif. Donc ils doivent faire très attention et je crois que le président du Sénat a été très prudent dans sa déclaration. Donc les dossiers doivent lui être parvenus prouvant que réellement Matata n'est plus poursuivi. Et pour des raisons politiques, puisque j'ai suivi le sénateur Matata parler que le président du Sénat, comme vous l'avez dit, l'envierait politiquement. D'abord, le président du Sénat n'est pas candidat président de la République. J'aurais appris que Matata serait candidat président de la République. Son concurrent, c'est Martin Fayulu, c'est Félix Tshisekedi, c'est Moïse Katumbi et tant d'autres. En tout cas, Bahati Modeste n'est pas candidat. Et même si le poids politique, Bahati Modeste a
une envergure politique nationale. C'est le seul de nous tous là à l'Union sacrée qui a plus de 120 élus, députés nationaux et provinciaux, en plus des gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Matata n'est que lui-même et sa femme et ses suppléants, c'est tout. Il n'a rien d'autre. Donc, je ne vois pas en quoi, même en termes des affaires, le sénateur professeur Bahati Modeste, c'est un homme d'affaires des années. Matata, c'est à peine, il n'y a pas 8 ans que Matata a touché à l'argent. C'était un agent de la Banque centrale. Banque centrale, il est passé au projet là, qui est financé par la Banque mondiale. Et puis, ministre des Finances, et puis Premier ministre. Donc, je ne vois en rien que le président du Sénat enverrait politiquement ou même à Matata. Donc Matata doit se focaliser sur son dossier. S'il veut en sortir, il doit d'abord, coopérer avec la justice et en particulier avec les procureurs. En partant de ces sujets, on va nous projeter une image pour plus de clarté. Congolais, comme moi, vous êtes des professionnels comme moi. Chacun d'entre vous a fait des études, des spécialisations. Vous avez compris que nous sommes dans un dérapage inimaginable. La chambre haute, qui est censée être la chambre de sagesse, est en complicité. Comment voulez-vous comprendre qu'un président du Sénat puisse être en complicité avec un procureur général pour prendre en otage un sénateur? Le président du Sénat va voir le procureur pour dire « Aidez-moi à arrêter un sénateur ». Où est-ce que vous avez vu ça? J'ai compris son angle d'attaque après avoir attaqué le chef de l'État, après avoir attaqué la justice. Maintenant, la méthode, c'est de s'attaquer au président du Sénat et au bureau du Sénat. Le Sénat n'est pas une juridiction, parce que nous vous avons suivi, vous avez mobilisé les médias, vous avez mobilisé le secrétaire général des Nations Unies, vous avez mobilisé tout le monde en disant que le Sénat vous a lavé. Le Sénat n'est pas une juridiction. Si vous voulez vous défendre, allez vous défendre auprès de la justice. Parce que vous dites que vous avez toutes les preuves et que on vous a dit que, en tout cas, il n'y a plus rien à vous reprocher. Mais quand on vous a dit ça, nous, on n'était pas là. Ici et la fois passée, c'est dans un français clair, limpide et simple que j'ai dit qu'il y a deux affaires. L'affaire Bukangalonzo, pour laquelle vous êtes allé à la cour. Nous, ça ne nous préoccupe pas, parce qu'on avait déjà tranché sur ce dossier. Mais le 28 juin, par réquisitoire 16 et 17 du procureur général, il nous a saisis pour un tout nouveau dossier de biens à réaliser, où on vous accusait de justifier. Ensemble, nous venons de suivre et d'entendre le point de vue de l'ancien ministre Matata Ponyo et aussi de notre président du Sénat, Modeste Bahati. Est-ce qu'après avoir été entendu par la justice, Matata Ponyo ne devrait pas recouvrer ses immunités? En principe, d'abord, moi je reproche même au service de protocole d'avoir autorisé M. Matata à accéder dans la salle du Sénat et à prendre des paroles. Puisque lorsque vos immunités sont levées, conformément au règlement intérieur du Sénat, vous ne pouvez plus prendre part aux séances plénières. Ça, c'est déjà la première violation. De deux, le recouvrement des immunités, c'est une procédure qui ne doit être demandée que par l'institution qui les a retirées. Et les immunités ont été levées par le Sénat, bien sûr, mais à la demande de la Cour constitutionnelle, du procureur général pour la Cour constitutionnelle.
Donc, ce que le président du Sénat a dit, c'était exactement ce que je disais. Et ça, c'est en vertu de la loi organique numéro 013/10 du février 2013 sur la procédure devant la Cour constitutionnelle. Et cette loi-là, qu'est-ce qu'elle dit exactement? Que lorsqu'il y a une décision au niveau de la Cour constitutionnelle, qui est un arrêt, les greffes signifient les partis. Et les partis ici, c'est le Matata Ponyo lui-même et le procureur, puisque c'est le procureur qui l'a amené là-bas. Alors, lorsque les greffes des faits, c'est le procureur, lui, qui notifie les greffes pour dire que voilà, les greffes m'a notifié, vous pouvez lever les immunités. Puisque dans cette affaire, les partis, le Sénat n'est pas partie prenante. Il n'y a que deux parties prenantes. Il y a le procureur qui accuse, le procureur général Moukoko, qui accuse le sénateur Matata. Et c'est comme ça que moi j'ai dit, Matata est mal conseillé. À sa place, il devrait changer son avocat conseil, son équipe ne fait pas le bon travail. Vous savez, beaucoup de gens ont perdu des procès puisqu'ils ne savent pas suivre la procédure. Donc, il a tout intérêt et en toute urgence à prendre langue avec les greffes de la Cour de cassation. Et c'est les greffes qui va militer. On dactylographie l'arrêt. Le président de la Cour signe cet arrêt-là. Et ce n'est pas le président de la Cour qui notifie, c'est le procureur général. Et ça, c'est légal. Et si le procureur général ne le fait pas, Matata a le droit de le poursuivre devant le Conseil supérieur de la magistrature. C'est ça la procédure. Mais sinon, le Sénat n'est pas une blanchisserie pour dire qu'il y a une camaraderie, les sénateurs se couvrent. Et la voie que Matata est en train de suivre, c'est une voie dangereuse. Il veut tout politiser. Puisque je ne vois pas pourquoi le bureau l'envierait. Non, qu'est-ce qu'il y a? Il n'est pas candidat membre du bureau. Il n'est même pas candidat président de la République. Même s'il était, aucun de ces sénateurs-là ne sera son candidat. Non. Et puis Matata Ponyo fait partie de notre famille politique, Union Sacrée. Il faut au contraire que l'opinion félicite l'Union Sacrée que ce n'est pas une blanchisserie comme on a vécu avec le FCC. Je ne crois pas qu'un sénateur de FCC ou un ancien ministre ou un ministre en fonction du FCC pouvait être poursuivi pendant que sa coalition était au pouvoir. Et ça n'a rien, ni avec le chef de l'État, ni avec... Il est en conflit avec la justice. Et l'agitation de M. Matata aujourd'hui, mais prouve réellement qu'il y a quelque chose qui se cache. Puisque moi, si j'étais à sa place, je m'offrirais, je dirais, voilà, mes inimitiés ont été levées, je vais aller à la cour compétente, qui est la cour de cassation. Et moi, j'ai dit ça depuis longtemps. Moi, je suis ancien ministre. Même si j'ai commis des fautes de gestion, lorsque j'étais au gouvernement, mais mon juge naturel n'est plus la cour de cassation. Mon juge naturel aujourd'hui, ce sont les juridictions compétentes, les cours et tribunaux, même les tribunaux de paix est compétent pour juger un ancien ministre comme moi. C'est la même chose pour Kabila. C'est ça, moi je dis, même Kabila aujourd'hui, s'il y a des poursuites contre Kabila, ce n'est plus à la Cour constitutionnelle, non. Puisqu'il n'est plus en fonction. Vous assumez personnellement avoir commis des fautes de gestion quand vous étiez... Mais j'ai dit, si j'avais... Moi, je suis Maboko Pembe, comme je l'ai dit toujours. Je ne me reproche de rien. Mais j'ai dit, si jamais il s'avérait que Willy Michiki, lorsqu'il a été... J'ai été 8 fois remanié, de 8 fois membre du gouvernement. S'il y a des fautes de gestion que j'aurais commises, mon juge naturel ne sera pas la Cour de cassation, puisque je ne suis plus aux affaires aujourd'hui. Ça sera les cours et tribunaux normaux. C'est les règles élémentaires des procédures pénales qu'on a étudiées même en droit, ici au Congo, avant même qu'on aille faire d'autres spécialisations en Europe. Nous sommes face à un grand juriste, en tout cas. Que pensez-vous de la libération de M. Vital Kamerhe? Voilà, c'est vrai que, vous savez, les gens, j'ai suivi dans les réseaux sociaux des commentaires, Vital Kamerhe est un citoyen comme tout autre. Ce genre de libération, moi-même, j'ai assisté comme conseil à au moins 28 personnes
qui étaient condamnés, mais qui ont bénéficié de libération conditionnelle et de libération provisoire. Parce qu'il y a libération conditionnelle, c'est différent, et libération conditionnelle. Pour les cas d'espèce, la procédure devant la Cour de cassation, notamment la loi organique de 013/10 de 2013, à son article 47, dit ceci. Lorsque un condamné fait appel à la Cour de cassation et sollicite une libération provisoire, automatiquement, toute affaire cessante, on suspend l'examen de son appel et on examine d'abord la demande de libération provisoire. Ce qui fait le cas, et la Cour a 24 heures pour se prononcer. Comme M. Vital Kamerhe a apporté de preuves suffisantes qui ont convaincu les juges que son état de santé était fragile et que les conditions dans lesquelles il se trouvait aujourd'hui en prison ne pouvaient pas lui permettre de bien se défendre et devant les juges de la cassation, on lui a accordé cette liberté provisoire assortie de certaines conditions. Et la loi recommande de payer une caution. Il aurait payé 500 000 $. Mais il faut que l'opinion retienne que M. Kamerhe n'est pas libéré. Une liberté provisoire, on peut y mettre fin à tout moment. Et puisque la procédure devant la cassation, c'est une procédure longue, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 5 ans. Est-ce que si M. Kamerhe était innocent, trouvons-nous juste de garder un innocent pendant 2 ans, 3 ans? Non. Et c'est maintenant, au contraire, maintenant comme il est là, le procureur général qui le poursuit, puisqu'il continue à le poursuivre, n'a même pas fait opposition d'ailleurs à sa libération. Bon, même s'il le faisait, c'est les décisions, les arrêts de la Cour de cassation, il n'y a pas d'appel. C'est à lui maintenant d'accélérer, d'apporter les éléments pour que le procès soit fixé. Puisque c'est lui qui doit faire fixer les dossiers à la Cour, au greffe de la Cour de cassation. Donc je dois dire ici que c'est une procédure tout à fait normale. Moi je connais, comme je l'ai dit, 28 de mes clients ont bénéficié de la même chose. Malheureusement, ils n'avaient pas la notoriété de M. Kamerhe pour qu'on en fasse aujourd'hui un problème. Sinon, je dois dire aux autres que nous devons éviter chaque fois à politiser. C'est la même chose que je disais à Matata. Il n'a fait purement judiciaire. Il a géré. Nous, comme moi aussi, nous avons géré. Pourquoi ne pas répondre à la gestion? Aujourd'hui, Boukangalonzo est là. La seule personne mieux placée aujourd'hui, l'initiateur de ce projet-là, c'est M. Matata Mponyo, que nous avons salué tous. Les Congolais voulaient savoir aujourd'hui pourquoi nous continuons à importer le maïs. Pourquoi on a fait sortir plus de 450 millions de $ du trésor public et il n'y a rien à Boukangalonzo. Et encore les gens, les Sud-Africains là, les groupes Africa, whatever là, machin là, ils sont en train même de nous porter plainte. C'est Matata qui a initié le projet, donc c'est tout à fait normal qu'il explique au moins aux contribuables congolais que nous sommes. Où est parti? Moi je ne le soupçonne pas. Je crois même fermement que Matata pourrait être innocent. Mais pourquoi lui évite? Puisqu'il a vu lui-même, lorsqu'il a été entendu dans les dossiers de la réalisation, il a été blanchi. C'est la même chose que j'ai dit aussi à M. Kabila pour l'affaire de Congo Hold Up, même pour l'assassinat de Echebeya, qu'il faudrait qu'il puisse se justifier aussi. Et lever les immunités de quelqu'un ne signifie pas qu'on est d'office condamné. Mais pour Kabila, évidemment, pour lever ses immunités, il faudrait que les congrès se réunissent conformément au statut régissant la loi régissant les statuts des anciens chefs d'État. Toujours par rapport à la liberté de Vital Kamerhe, peut-on dire que les mots « état de droit », cette phrase-là, n'est qu'un slogan parce que toutes ces personnes présumées détourneurs sont en train de bénéficier des grâces, des libertés provisoires? Bon, d'abord, il faut d'abord prendre ce contexte-là, pas dans les contextes politiques. Comme je disais ici, les bannières, ce sont des politiciens qui bénéficient de ça. Mais il y a aussi des gens qui n'étaient pas politiques. Le DG de Sokok, il était condamné. Lorsqu'il y a eu la grâce présidentielle, qui a réduit sa peine de 2 ans à 3 ans, et de 3 ans à 2 ans,
il a été libéré, la même chose que le DG de l'OVD. L'autre, l'ancien DG de la Robank, lui, il a coopéré. Il a restitué 36 millions de dollars au Trésor public. Et là, son affaire n'était même pas fixée, puisqu'il y a aussi moyen de coopérer avec la justice. C'est-à-dire, vous trouvez un arrangement de réparation avec les ministères publics pour qu'ils ne puissent pas fixer votre dossier. Mais le seul condamné aujourd'hui qui est en cavale dans cette affaire-là, c'est M. Blattner. Et moi, j'ai dit, comme Blattner a été condamné et qu'il n'a pas réparé tout ce qu'il doit à l'État congolais, la justice congolaise, à travers les mécanismes de l'Interpol, on peut le saisir partout où il est et le faire revenir ici ou le faire purger la même peine là-bas. Il y a des arrangements, si par exemple, comme il serait à Belgique, nous avons des accords de coopération judiciaire avec la justice, la même peine qu'il devrait purger ici, il peut la faire là-bas, mais nous exigeons toujours la réparation. Au moment où nous parlons aujourd'hui, les biens de Vital Kamerhe sont saisis, puisqu'on n'a pas encore passé le niveau des choses jugées. Donc sa condamnation n'est pas encore définitive. Mais quand sa condamnation est définitive ou sa libération, on va lui restituer ses biens. Et s'il est condamné, ses biens seront remis à la vente publique. La même chose avec ses complices. Mais Mouhima a purgé sa peine. Puisque les gens ont tendance à dire que non, on veut généraliser, que le procès de 100 jours n'a rien. Non, le procès de 100 jours nous a permis de connaître la vérité. Mais c'est l'organe qui détermine la vérité, malheureusement, c'est les juges. Ce ne sont pas les médias, ce ne sont pas les politiques que nous sommes, c'est les juges. Le dernier mot revient aux juges. Malheureusement, c'est ce que la Constitution a prévu. Hier, c'était Joseph Kabila, aujourd'hui Félix Tshisekedi. Là, je veux parler de l'armée ougandaise. Si l'armée ougandaise, si l'idée ou même l'initiative était pendant le temps de Kabila, comment aurait réagi la population, les gens? Qu'est-ce qu'on aurait dit par rapport à ça? Bon, d'abord, il faut dire que le contexte est tout à fait différent. Il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la paix. À l'époque de Kabila, le pays souffrait de déficit de l'autorité de l'État. Il n'existait pas d'autorité de l'État. Les décisions étaient faibles. Tout le monde venait faire la province de santé, les armées rwandaises, burundaises venaient, et elles entraient, elles ressortaient. Mais aujourd'hui, pour le cas d'espèce de UPDF, l'armée ougandaise, qui pendant 4 décennies a combattu les EDF, jusqu'à ce que les EDF ont fui plus de 2 décennies pour venir ici chez nous au Congo. C'est depuis 1995 qu'ils sont ici au Congo. Elles sont ici, comme rébellion. Et ça ne s'explique pas qu'une rébellion étrangère ne soit pas dans son pays, puisqu'elle prétend combattre le régime ougandais. C'est la même chose avec les rebelles rwandais. Le Rwanda est calme, mais ces rebelles sont ici. La même chose avec le Burundi. Le FNL et console la rébellion ougandaise. Et sur les plateaux, les hauts plateaux à Fizi, Uvira, alors qu'elles sont censées être là-bas au Burundi. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui, puisque l'Ouganda a intérêt aujourd'hui à anéantir les EDF, puisque les EDF, lorsqu'ils arrivent à se réorganiser ici, à accéder à des moyens, leur objectif principal, c'est de retourner chez eux, prendre les pouvoirs. Donc ils ne vont pas les laisser. Donc comme nous avons tous un intérêt commun de neutraliser les EDF, ils sont les bienvenus. Et vous avez vu, leur entrée a porté déjà des fruits. Et ça, ils arrivent par un accord. Il y a eu un accord qui a été signé, un accord militaire avec notre gouvernement. Et l'armée ougandaise, contrairement à l'époque, quand il venait faire la promenade de santé, puisque Kabila ne contrôlait rien, elle sera sous le commandement militaire de FARDC avec le général Bombole, que le chef d'état-major général vient de désigner hier, en attendant que le chef de l'État fasse une mise en place générale, parce que nous avons demandé au président de la République la vision Fachi
doit être transcendé au niveau de l'armée, de la police, même des services de l'enseignement militaire et civil. C'est pourquoi nous insistons beaucoup pour qu'il y ait un réaménagement du commandement militaire pour que les nouveaux commandements militaires qu'on va placer surtout au front puissent refléter la vision d'aujourd'hui et qu'on puisse y intégrer l'approche communautaire. C'est-à-dire que la meilleure armée du monde, c'est la population. Or, nous qui sommes population riveraine là-bas, que ce soit à Ituri comme au Nord Kivu, nous ne sommes pas encore impliqués dans cette guerre. Moi, j'ai fait l'expérience chez moi à Walikale. Walikale, c'est 24 500 km² presque, la superficie du Rwandais. Nous avons mené la guerre contre les FDLR, les rebelles rwandais, qui sont une armée moderne, qui ont étudié dans de meilleures universités, dans de meilleures académies militaires. Mais nous les avons, après 6 mois, mis dehors sans l'appui des FRDC, sans l'appui de notre gouvernement, encore moins de la PNC. Seulement l'engagement populaire. Aujourd'hui, vous allez à Walikale, vous ne trouvez aucun élément de FDLR ou Interam ou quoi. Et même, il y a même parfois certains officiers rwandophones qu'on envoie là-bas, ils ont peur, puisqu'ils ne voient pas les leurs. Mais pas que nous sommes contre, c'est moi qui la population s'est déterminée. Puisque moi, je ne peux pas comprendre, quand on me dit à Beni, vous êtes chez vous à la maison, moi j'ai vécu au village, je suis chef coutumier, quelqu'un arrive et il vous égorge, il brûle votre case. Non, ça c'est du bluff ça. Il y a une complicité quelque part. Et je suis chef coutumier à Walikale. C'est pourquoi j'ai dit que il faut une approche communautaire, il faut impliquer les autochtones. C'est vrai, il y a des traîtres, ce que Mboto avait dit, je suis tout à fait d'accord. Il y a même des collègues élus comme moi qui ne vivent que de la mamelle, des mamelles de ces groupes armés, la vente des munitions, la vente des armes, les phénomènes kidnapping, les rançons qu'ils reçoivent, ça génère des centaines de millions de dollars. C'est du business. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui l'état de siège dérange. Quand vous voyez certains députés, ils s'agitent, ils larguent ici des réseaux sociaux, des images que l'état de siège est un échec, ils tiennent à tout prix à bloquer les renouvellements des prorogations. Ils s'opposent même à la loi sur au vote du projet de loi sur l'habilitation dans la chambre basse. C'est puisque justement c'est du beefsteak qu'on leur a arraché dans la bouche. Dites-nous, comment est-ce possible que vous soyez aujourd'hui dans l'union sacrée avec Félix Tshisekedi, vous qui hier avez prédit la mort de son père? Voilà, ça c'est une très bonne question, madame. D'abord, je dois dire que Etienne, comme je l'appelais bien, c'est mon mentor politique. Je le connaissais comme ma petite poche. À chaque, pour avoir resté longtemps avec papa Etienne Tshisekedi, je le connaissais bien. Et je me suis rappelé particulièrement moi-même de l'expérience lorsque nous sommes allés négocier à Guadeloupe le fait que l'UDPS devrait être un courant de pensée au sein du MPR de l'époque. J'ai resté dans la même villa que ceux qui connaissent Guadeloupe, il y avait le système de villas. Et moi et Etienne, nous étions dans la villa Lito. Et lorsque nous sommes allés à Kawele négocier avec M. Mobutu, le citoyen Mobutu, il aimait bien qu'on l'appelle comme ça, jusqu'à sa mort, et il nous a fait des promesses et tout ça. C'est Ngaloula Presse qui dirigeait la délégation, que son âme repose en paix, Joseph Ngaloula. Au retour, tu sais qu'il n'a même pas dit un mot. Et je lui ai posé la question, pourquoi? Il m'a dit, Willy, Mobutu ment comme il respire. Moi, je m'inscris à faux. Je lui ai dit, pourquoi tu n'as pas dit ça devant lui? Et arrivé ici, effectivement, il a fait la déclaration, on l'a envoyé à la délégation. Ça, c'est ce qu'il dit. On parlait de MAP, la même chose. Il a dit à Kabila et à Mobutu, vous me nommez Premier ministre, d'accord, mais pas cette constitution ici. Je ne jurerai jamais fidélité à Mobutu et comme ça. Et quand Mobutu a mis ça, il a barré. C'est Etienne. Alors, lorsqu'on l'avait proposé comme président de Sensa, une histoire bidon, regarde Olengako, ils ne sont pas politiques. Vous voyez les pères de la démographie? Tshisekedi occuper ces postes-là. C'est pourquoi moi j'ai dit, Tshisekedi ne reviendra pas occuper ces postes-là. Mais comme les Congolais n'ont pas la capacité d'investigation, de voir jusqu'au loin, ils ont dit que... Et j'ai même dit, couper, j'ai même ma main à couper, et Dieu ne reviendra pas. Pas, il est mort. Évidemment, c'est un être humain. Mais je n'ai pas dit qu'il ne reviendrait pas au pays. J'avais dit qu'il ne reviendrait pas occuper les postes de président de Sensa que l'accord de Senko lui avait confié pour les distraire. C'est par là que nous chitons.
Merci beaucoup, monsieur Willy Micheki. Merci pour l'invitation, madame. Merci, au revoir et bonne suite de programme sur Perfect Télévision.